Mémoire vive. Mémoire vive. Mémoirevive.tv, un numéro spécial. Alors vous allez peut-être vous demander qu'est-ce qui m'arrive. Et en fait, aujourd'hui, je porte une combinaison argentée. Pourquoi? Parce que nous avons le plaisir d'accueillir sur Mémoire Vive les frères Bogdanov. Salut Grishka. Salut Natacha. Salut Quelle joie. Igor. Salut Natacha, c'est une joie d'être dans mémoirevive.tv. Ah oui. Mémoire vive, c'est la bonne façon de se souvenir de l'avenir et de conjuguer, qui était finalement ce qui était notre maître mot dans Temps X, mémoire, savoir, espoir. On fête les 30 ans de Temps X. Alors on a tous biberonné à ça. Alors comment est venue cette idée de créer cette émission si originale? En fait, Temps X est issu d'une réflexion que nous avons toujours engagée, Igor et moi, sur le temps. C'est-à-dire que nous nous sommes dit que finalement, nous étions contemporains du présent. Certes, c'était bien, mais qu'on avait un petit peu de mémoire justement pour aller vers l'avenir grâce à ce support que propulse, j'allais dire, ou que procure l'imaginaire. Et le mélange de tout ça, le passé, le présent, l'avenir dans un temps indéterminé, c'est devenu Temps X. Donc c'était une émission quand même qui a duré 10 ans. Et on retrouve encore des extraits sur Internet aujourd'hui. Mais oui, parce qu'avec avec le recul, on s'est rendu compte que certaines des prédictions qui étaient annoncées dans Temps X se sont révélées exactes. Alors évidemment, c'est très troublant, 10, 15, 20 ans plus tard, de constater que l'imaginaire est en quelque sorte rattrapé par la réalité et qu'il est incarné, il est réalisé par l'environnement qui nous entoure. Ce qui est extraordinaire, c'est que dès les premières émissions de Temps X, nous avons dit, finalement, il faut placer cette émission sous le signe de l'imaginaire. Il faut faire en sorte qu'on n'oublie jamais l'avenir. Et à partir de là, nous avons très souvent répété dans ces rendez-vous cette fameuse phrase de Jules Verne qui disait « Tout ce que des hommes ont rêvé, d'autres se chargeront de le réaliser un jour ». Et au fond, c'est vrai, il faut rêver le monde pour faire en sorte que ce monde finisse par exister autour de nous. Et c'était ça, Temps X. C'était au fond une espèce de rêve, non pas seulement sur le monde terrestre, mais aussi sur le monde à grande échelle, sur les galaxies, sur le cosmos dans sa totalité. Et à partir de là, ce grand rêve sur l'espace, mais aussi sur le temps à venir, ne cesse pas de nous fasciner. Finalement, nous avons été, avec Temps X et tous ceux qui nous ont accompagnés, des rêveurs d'avenir, des rêveurs cosmiques aussi, et ces feux d'avenir, ces feux de soleils étrangers qui ont illuminé notre imaginaire, finalement ne s'éteindront jamais. Donc vous, vraiment, une des recettes, c'était le mélange de science et de science-fiction. Donc grâce à vous, on a découvert des séries, etc. Il y avait tout ce cadre-là. Et il y avait des objets que vous aviez imaginé pour certains, d'autres qui étaient imaginés par des inventeurs, des scientifiques. Alors, il y a une vidéo sur l'INA où on voit en fait un iPod préhistorique, on peut dire ça, géant, où on s'assoit dedans et on nous explique dans les années 80 que demain on pourra écouter la musique. Alors, il y avait des objets comme ça, des choses qui finalement ont réellement existé, que vous avez présentées dans l'émission. On s'était forcé à chaque émission de créer le contact justement avec des nouvelles technologies, des objets qui, sans exister encore dans le présent, dans notre présent de l'époque, pour nous, étaient saisissables dans les 10 ou 15 ans à venir. Et effectivement, le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est les objets vraiment du quotidien, de la technologie quotidienne, et en particulier ceux qui nous ont permis de rêver à ce que pourrait être le téléphone de demain, par exemple, ou l'ordinateur de demain. Il y avait la domotique aussi, je crois. Il y avait la domotique, bien sûr. Si je me souviens bien, un petit film avec une histoire d'un peu comme HAL qui devient un ordinateur intelligent. Oui. Si je me rappelle, parce que je l'ai vu à l'époque, petite fille. Oui, il y avait donc une nouvelle que vous avez mis en scène avec un type où sa maison commence à lui parler, n'est-ce pas? Il y a un ordinateur de bord, je crois. En fait, oui, c'est à sa maison. En fait, il y a un ordinateur qui contrôle toute la maison. Et il se trouve que cet ordinateur est tellement attentif aux occupants de la maison qu'il se charge de réaliser tous leurs désirs. Et il se trouve aussi que, pour une raison qui est liée à sa biographie, cet occupant, la personne qui habite dans cette maison, est tombé dans une dépression. Il est devenu dépressif et à l'intérieur de lui, sous les tréfonds de son inconscient, se manifeste peu à peu le désir de mettre fin à cette vie-là, qui est une vie difficile pour lui, une vie terne, une vie qu'il veut abandonner. Donc il veut se suicider, il a des pulsions suicidaires. Mais il se trouve
que l'ordinateur qui contrôle tout, qui sait tout dans cette maison, perçoit, capte ces impulsions, ces émotions, et finalement veut le satisfaire. Je dis, si tu veux te suicider, eh bien voilà, je vais faire en sorte de le supprimer. Donc la maison se retourne contre son occupant, réalise son désir inconscient et va donc tenter par tous les moyens de mettre fin à ses jours. Donc, va augmenter la température, va fermer les rideaux, va l'assoiffer. Il va au-devant de ses désirs. Donc, il va au-devant de ses désirs. Il va combler ses désirs. Bon, c'était une nouvelle de science-fiction qu'on avait écrite et qu'on a adaptée pour la circonstance dans Temps X. Et Temps X, c'était ça, finalement. C'était une mise en scène de tout ce que l'imaginaire peut nous proposer. Hein. L'imaginaire, c'est quoi? Ce sont des propositions sur le réel. Et ça, c'était une proposition parmi d'autres sur le réel de cette époque-là. Alors, vous avez toujours porté des super tenues d'astronautes, pourrait-on dire. Mais ce qu'on sait moins, c'est que vous êtes tous les deux pilotes. Voilà. Oui, tout à fait. On est pilote depuis longtemps. Oui. En fait, on a réalisé un vieux rêve d'enfance. Quand on avait à peu près 7-8 ans, Grishka et moi, on a construit un avion, un engin volant qui était recouvert d'une espèce de toile comme ça, et qui, un petit peu comme Otto Lilienthal à la fin du XVIIIe siècle, devait nous permettre de voler. Bon, l'engin n'a jamais volé. Mais le rêve que Grishka et moi nous partagions à l'époque, qui était celui de piloter un engin volant, donc de devenir un jour plus aérien que nous l'étions lorsque nous marchions sur Terre, ce rêve-là, nous l'avons réalisé dès l'âge de 14 ans, où nous avons pris des cours de pilotage, d'abord de planeur. Oui. Ensuite, je suis devenu pilote d'avion, Grishka est devenu pilote d'avion. Moi-même, je lui ai donné des cours de pilotage en planeur. Puis après avoir beaucoup volé, parce qu'aujourd'hui, on totalise quand même plusieurs milliers d'heures de vol ensemble, des milliers d'heures de vol d'avion, des milliers d'heures de vol, pas des, mais au moins 1200 ou 1300 heures de vol de planeur, et puis autant en hélicoptère. Donc chez nous, c'est vraiment une passion. Le vol, sous toutes ses dimensions, si on peut dire, c'est quelque chose qu'on connaît très très bien. J'ai été instructeur en vol, je le suis toujours d'ailleurs. Et donc, tout ce qui vole, toutes les machines qui volent, nous passionnent, nous fascinent. Et dernièrement, il n'y a pas très très longtemps, nous étions, Grishka et moi, au Monténégro, dans cet environnement si particulier, qui est fait de montagnes, qui est fait de vallées, qui est fait de la mer Adriatique. Nous avons survolé la Bosnie, la Croatie, la Dalmatie, enfin toutes ces régions-là. Il y a 3 semaines, à bord d'une gazelle, c'est un appareil militaire, enfin qui est exploité par les militaires, qui est une gazelle, un SA-342, et on a vraiment vécu cette aventure aérienne avec bonheur, avec enchantement. Donc, si vous nous proposez de faire une mission, par exemple demain, tout à l'heure, eh bien on y va, on part. Je me souviens même, je passe le micro à Sacha. Je me souviens même que vous aviez fait une présentation un peu exclusive à l'époque du premier hélicoptère, je crois que c'est vous qui le pilotiez, dans lequel on pouvait faire un looping. Ah oui, absolument. Exactement. Très bien. Parce que la démonstration était très impressionnante. Ça, c'est très étonnant parce que peu de gens l'ont vu et c'est très étonnant que tu te souviennes de ça. En effet, nous avons été parmi les premiers à voler à bord de cet appareil extraordinaire qui est le Tigre. Et le Tigre, qui est un appareil qui permet, contrairement à la plupart des hélicoptères où on ne peut pas voler en négatif, le Tigre, lui, permet en effet d'enrouler des boucles complètes, de voler en négatif, donc sur le dos. Et en effet, nous avions présenté cela lors d'une... C'était au cours de... au Bourget, bien sûr, mais j'essaie de me souvenir de l'année. Je crois que c'était dans les années 1989, 90. Quelque chose comme ça. Il y a peut-être quelqu'un dans les commentaires qui nous corrigera. Oui, qui le dira, oui. Voilà. Qui le dira. Enfin, en tout cas, c'était le Tigre. Donc, exploration. Là, vous aimez beaucoup les explorateurs, un peu de tout. L'aviation, les sciences, la science-fiction. Donc ça, c'est un mélange, toujours vraiment le cocktail des frères Bogdanov. En fait, tu as prononcé le maître mot. Parce que ce qui est à l'origine d'une attitude qui peut conduire vers des applications diverses, c'est l'attitude, c'est la curiosité, c'est finalement le désir d'explorer le monde, d'explorer les dimensions du monde, d'explorer des réalités différentes. À partir de la curiosité, en effet, on peut devenir pilote, on peut devenir scientifique, on peut devenir amateur de science-fiction, on peut questionner le monde. Et je crois qu'en effet, Grishka et moi,
nous sommes avant tout des explorateurs de l'imaginaire, nous sommes avant tout du côté des questions que l'on pose au réel qui nous entoure. C'est-à-dire que, bien sûr, les réponses sont importantes, mais ce qui est peut-être plus important encore, ce sont les questions que l'on pose au réel. Et la science-fiction, c'est un ensemble de questions que l'on pose sur le réel. La science, c'est aussi une façon de questionner le réel. Être pilote ou musicien, c'est aussi une façon de questionner finalement sa propre capacité à interpréter par exemple de la musique ou peut-être même à en créer. Oui. Donc oui, c'est vrai, Grishka et moi, nous sommes des explorateurs finalement du monde possible ou des mondes possibles. Alors, il y a une différence entre hier et aujourd'hui, vous le savez bien, c'est qu'on a du mal à se projeter dans le futur, on en a peur finalement. Oui. Il y a tout ce qui est les questions du climatique, questions de société. Comment peut-on aujourd'hui à nouveau se projeter, s'imaginer un monde meilleur? Et oui, un monde meilleur, un monde pour tous. Oui. C'est vrai que l'époque resserre un petit peu le filet sur des inquiétudes qui sont soit individuelles, soit collectives, et qui nous font participer à ces moments un petit peu de doute. Le début du XXIe siècle est un moment un peu incertain. Et à l'horizon, on voit des menaces, on perçoit des thèmes qui peuvent être angoissant parfois quant à l'avenir de la planète et l'avenir tout court. Donc on peut, comme tu viens de le dire très justement, essayer aujourd'hui avec d'autres ressources que celles qui concernent le présent, essayer de s'enthousiasmer, essayer de recréer l'enchantement, de réenchanter l'histoire et donc l'histoire future. Mais comment faire? Eh bien moi je crois que contrairement à ce que l'on peut ressentir comme ça dans la subjectivité, contrairement à ce que l'ambiance et même l'actualité nous amènent à ressentir, l'avenir n'a jamais été aussi ouvert et n'a jamais été aussi riche et chatoyant qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la science, tout simplement, a augmenté les chances de cet avenir de se manifester sous des formes et des visages qui sont absolument inédits par rapport à tout ce que nous avons connu jusqu'ici. Avant, l'avenir était lent à se manifester, et en plus il se manifestait sous des formes qui étaient relativement d'abord prévisibles, mais aussi à la fois lointaines, c'est vrai, mais aussi relativement unifiées autour de choses que l'on pouvait pressentir. Aujourd'hui, il est très difficile de faire de la prévision parce que les possibilités de développement, de manifestation, justement, d'incarnation de ces progrès qui sont immenses dans tous les domaines sont telles que donner un visage à cet avenir, c'est devenu un exercice compliqué. Cependant, on peut quand même créer des grandes rubriques. Alors, et on peut se dire que, par exemple, on va dire par exemple qu'il y a 4 grandes révolutions qui nous attendent. Dans le domaine spatial, dans le domaine du numérique et de l'intelligence artificielle, dans le domaine de la biologie et des sciences du vivant en général, et enfin dans le domaine de l'énergie. Donc, ces 4 grandes révolutions sont là, elles sont à l'horizon. Et elles dessinent un monde qui est absolument fascinant. Alors, prenons des exemples. Dans le domaine du numérique, il est clair qu'à partir de 2020, on va voir apparaître des intelligences artificielles qui seront telles et qui auront de tels pouvoirs que même quand on était très audacieux à l'époque de temps X, on ne pouvait pas les imaginer. Ce seront des consciences, quasiment des consciences artificielles. C'est-à-dire que ces systèmes seront capables d'être dans l'autoréflexion et d'engendrer un début de conscience d'eux-mêmes. Est-ce que ça pose ça pose des tas de questions sur notre humanité? Bien sûr, oui, ça pose des tas de questions sur la place de l'homme, sur le rôle de la conscience et le primat finalement de l'homme face à l'univers. Donc ça, c'est par exemple un des thèmes. Quand on interroge des scientifiques, il y en a un certain nombre qui commencent à regarder du côté des ordinateurs quantiques ou bien des... voilà, donc on est dans un domaine où les choses vont vite et où les progrès deviennent de plus en plus cumulatifs et ouvrent des arborescences qui sont extraordinaires. Alors ça, c'est un premier thème. Deuxième thème, toujours un exemple qui est quand même frappant. Nous sommes dans les sciences de la vie, dans les sciences du vivant, et on s'aperçoit que là, les pouvoirs que l'homme a sur la matière vivante en général, mais sur lui en particulier, n'ont jamais été aussi grands. Jamais. Les cellules souches, l'ingénierie génétique, etc. Bon, tout ça nous donne la possibilité, par exemple, de déboucher sur 2 immenses révolutions, ou sous-révolutions dans la révolution biologique. Un, c'est la fin des maladies.
Ça, on peut vraiment le ressentir. On dira toujours, mais c'est une mauvaise réponse, que finalement, il y aura toujours des nouveaux virus pour chasser les anciens et qu'il y aura toujours des maladies de civilisation. Je ne crois pas. Moi, je pense qu'il y a un moment où ce fardeau que nous avons subi tout au long des millénaires précédents, fardeau que nous avons effectivement engrammé dans nos corps, tout ça va disparaître. Et que la vraie santé, la santé pour tous et pour très longtemps, ce ne sera plus un mythe, ce sera une réalité. Deuxièmement, quand on parle de ça, on peut évidemment en conclure que l'homme va vivre beaucoup plus longtemps. Nous sommes, je pense, à une quinzaine d'années d'une singularité technologique, comme on dit aux États-Unis, qui va projeter l'homme vers un horizon où il va vivre beaucoup plus longtemps. Pas seulement 100 ans, mais beaucoup plus. Peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois cette durée de vie. Des siècles, en tout cas. Et ce moment où l'espérance de vie va être complètement bouleversée n'est pas lointain. Il est à 15 ans d'ici, 2025. Alors déjà, ce sont 2 exemples dont on parlait peu à l'époque de temps X, mais dont on peut commencer à parler aujourd'hui et qui redessinent complètement l'avenir, qui créent le visage d'une civilisation qui sera, mais alors, inimaginablement différente de celle que nous avons connue jusqu'ici. Et inimaginablement. Par rapport au numérique et tout ce qui est nouveaux médias et Internet que naturellement vous observez, Igor ? Oui, bien sûr. Alors par rapport au numérique, là aussi, le saut va être considérable parce qu'il va être géré par ces fameuses intelligences artificielles qui seront presque conscientes d'elles-mêmes. Donc, il faut imaginer ce que va représenter le réseau, entre guillemets, mondial, à partir du moment où, un peu comme l'avait prédit dans les années 80 Joël de René, chacun des participants à ce réseau est un petit peu perçu par le système global comme des unités neuronales, c'est-à-dire en fait comme les neurones, une espèce de super cerveau géant aux dimensions de la planète. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se constituer sous nos yeux, dont on n'a pas encore réellement pris toute la mesure, mais qui, dans les années qui viennent, et surtout à partir du moment où ces systèmes seront pris en charge par le développement de l'informatique, c'est-à-dire par une intelligence de plus en plus grande de chacune de ces cellules, entre guillemets, de ces neurones, là, la question de l'avenir numérique se pose dans toute son étrangeté et dans toute sa fascination, parce que moi ça me fascine de savoir ce que deviendra Internet dans 10-15 ans. Ça va être quelque chose de tout à fait étonnant. Bon, la grande révolution aussi qui nous attend, c'est dans le domaine de l'énergie, parce qu'aujourd'hui, bon, on est tous menacés par la perte d'énergie en se disant, voilà, où c'est la fin du pétrole. Voilà, c'est la fin du pétrole. Oui. Bon, il ne faut pas se faire de soucis là-dessus, parce que une énergie inépuisable qui rayonne tous les jours, 24 heures sur 24, c'est donc celle du Soleil. On saura l'exploiter demain. Aujourd'hui, on est au balbutiement de cette exploitation. Et demain, dans 10 ans, on saura réellement, avec un rendement qui n'a plus aucune commune mesure avec le rendement que l'on connaît aujourd'hui à travers les systèmes et les technologies que l'on utilise, on saura exploiter cette énergie-là. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'énergie de l'eau de mer, par exemple. Il faut savoir que dans les années 60, les écrivains de science-fiction prédisait que l'on pourrait faire fonctionner une ville de la taille de New York pendant 1 an avec une seule bouteille d'eau de mer. Eh bien, ça, c'est un rêve de science-fiction, mais qui est aussi comment dire, c'est aussi une réalité scientifique, parce que, en effet, dans l'eau de mer, il y a des atomes qui sont susceptibles de fusionner. Il y a de l'hydrogène, donc on peut fusionner ces atomes, les faire fusionner. Bon, c'est pas pour demain, mais c'est pour après-demain. Et donc exploiter l'énergie potentielle qui est contenue dans cette matière qui est là en très grande quantité sur la Terre. Puis il y a encore d'autres énergies dont on ne parlera pas. On ne va pas parler de l'énergie du point zéro, mais on pourrait en parler aussi. Tout ça pour dire que finalement, l'avenir, si dans les années, au début du siècle dernier, par exemple, dans les années 1900, l'avenir était lointain. Il était très très loin. Et les rêves de Jules Verne étaient vraiment repoussés dans un avenir qui semblait inaccessible. Or, aujourd'hui, il faut savoir que l'avenir n'est plus lointain, il est proche. L'avenir est proche, il est tout proche, il est à 10 ans. Quand je dis l'avenir, c'est un mot générique, mais qui décrit... On vit dans le futur. On vit dans le futur, on y est, on a déjà un pied dedans. Et on se prépare vraiment à y mettre les 2 pieds. Hein, là, on le touche, il est là. Et c'est ça qui est fascinant, c'est de se dire que finalement, Grishka disait tout à l'heure,
l'avenir est difficilement descriptible. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu comme les dessins pointillistes de Seurat. Quand on s'approche de ces dessins pointillistes, on ne le voit pas. C'est-à-dire qu'on voit rien que des points, mais on n'est pas capable de décrire une figure cohérente. Or, il faut se reculer pour, en effet, voir apparaître une figure qui est, par exemple, le visage de la Joconde, qui est point par point, de là donc le mot pointilliste d'ailleurs, point par point recomposé donc à la surface de la toile. C'est un petit peu la même chose avec l'avenir. Il faut se reculer un peu. Les pixels, il faut s'éloigner des pixels. Des pixels. Là, on a le pixel de l'avenir qui est là, il est tellement proche, il nous éblouit, il est, comme je le disais, presque saisissable. Et il est en train de se faire, en tout cas, le dessin. Ce dessin pointilliste de l'avenir, il est en train de se faire sous nos yeux. Regardons-le. Laissons-nous fasciner par ça, laissons-nous emporter, laissons-nous enchanter aussi par cet avenir qui vient. Et soyons heureux de vivre dans un univers au sein duquel les rêves, auxquels il y a encore 50 ans, il n'était même pas question de songer, ces rêves-là deviennent possibles, ils deviennent accessibles. C'est merveilleux de vivre à cette époque. C'est une bonne conclusion. Alors, vive l'avenir. Vive l'avenir. Alors, il faut savoir aussi, comme vous le savez d'ailleurs vous deux, que nous, on nous appelle les Bogdanov du cyberespace. Mais oui, mais oui. Donc là, vous ne voyez pas, mais il y a Sacha qui est aussi avec sa très jolie combinaison. Et on ne peut pas le voir, Sacha? Alors, on va peut-être tenir. Oui, si. Oui, il faut qu'on le filme. Pour la conclusion de notre petit reportage. Et puis, on espère que peut-être on pourra faire des suites. Mais oui, absolument. Est-ce que je suis dans le cadre avant 2025. Et vous remercier d'être passé dans notre blog. Merci beaucoup. Merci. On espère vous revoir peut-être un jour encore sur notre blog. Vous reviendrez. Mais on a oui. des questions à vous poser, des précisions. Absolument. Sur des sujets particuliers. Nous serons là. Bon, merci. Vive le blog. Vive la mémoire vive. Bon anniversaire. Vive mémoire vive. Bon anniversaire. Oui. Bon anniversaire. Mémoire vive. Mémoire vive. Mémoire vive.